Vous parlez aussi, alors les grandes priorités, alors oui, vous dire aussi qu'au-delà des retraites, je fais partie de ceux qui ont milité pour qu'on aborde aussi un sujet ô combien compliqué, c'est le financement de la sécurité sociale, pour faire court. Je ressors de cet exercice, alors j'ai affaire à des connaisseurs autour de la table, moi j'ai découvert le PLFSS, on est sur des rustines, on voit bien que la Sécu a 80 ans, très bien, elle est respectable, mais le système est à bout de souffle. Bon, voilà, on connaît le facteur principal, c'est la démographie, il peut y en avoir d'autres, mais la démographie est à l'évidence le facteur principal. Les équilibres démographiques de l'après-guerre sont plus du tout les mêmes en 2026. Donc il faut regarder cette réalité en face. Il n'y a aucune réponse simple au sujet, mais au moins ayons le courage de le regarder en face. Donc le gouvernement va donc demander à quelques experts de mener un travail de diagnostic en compilant ce qui existe. Beaucoup de choses ont été dites, y compris d'ailleurs au niveau du Parlement. Je sais qu'une mission parlementaire a travaillé sur ces sujets et en force de proposition. Donc je sais que 2 sénatrices que je vois ont travaillé là-dessus. Donc tous vos travaux d'ailleurs seront bien sûr utilisés. Voilà, partageons un diagnostic. Examinons des options. Après, là encore, il faut s'arrêter. C'est le débat démocratique, c'est le débat politique qui dira vers lesquels il faut aller. Et je pense que les Français devront trancher comment ils voient le financement de leur protection sociale, parce qu'au fond, c'est un sujet éminemment important pour l'avenir de notre pays et pour le pacte social qui relie chaque Français à la sécurité sociale auquel les Français sont très attachés. Quelques chantiers de fond qui sont dans ma feuille de route. L'emploi des jeunes, je l'ai dit, c'est une priorité. Alors ça va mieux, mais il y en a encore des marges de progrès. C'est une réalité un peu contrastée. Le taux de chômage des jeunes est encore important. Mais quand on regarde le taux d'emploi, il n'y a jamais eu autant de jeunes dans l'emploi. Ça, c'est bonne nouvelle. Mais le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de jeunes qui cherchent, qui sont en position d'active, a aussi augmenté. Voilà, donc c'est un peu troublant. La bonne nouvelle, plus de jeunes dans l'emploi. La nouvelle qu'il faut travailler, c'est qu'il y en a encore plus qui demandent un emploi, dont le taux de chômage baisse. Donc, il faut continuer à travailler sur le sujet. Et on sait que par rapport aux autres pays européens, même si on a progressé, on a encore des marges de progrès. Voilà, donc, et sur ce sujet-là, il y a pas mal de dispositifs qui existent, bien sûr. On va peut-être en rajouter un ou deux. Je suis en train de travailler sur un paquet jeune, une stratégie jeune complétée qu'on présentera au mois de mai et qui montrera la détermination du gouvernement, avec tous les acteurs, bien sûr, à encore mieux s'occuper des jeunes dans notre pays. L'orientation, par exemple, est un sujet clé. Voilà, donc on reprendra tous ces fondamentaux qui font que selon qu'on les fait bien ou moins bien, on a des jeunes qui trouvent plus ou moins facilement un emploi dans notre pays. On travaillera aussi sur des secteurs clés en matière de souveraineté. Que nous dit, si on dézoome un peu, on voit que les sujets de souveraineté sont essentiels. En gros, la question centrale, au-delà du ministère du Travail, c'est est-ce qu'on veut que la France soit souveraine, ou est-ce que inévitablement la France doit dépendre ou des Chinois ou des Américains? Voilà, en gros, voilà. Moi, je souhaite que la France soit souveraine. Je n'ai pas envie que la France soit ni le vassal des États-Unis, ni le vassal des Chinois, qui sont 2 grandes puissances, on va dire, impérialistes au sens militaire ou impérialistes au sens économique. Voilà. Bon, moi j'ai la conviction que le cadre de solution, c'est l'Europe. Il faut une France forte dans une Europe puissance. C'est que nous tout seuls, c'est pas suffisant. C'est le cas pour l'Allemagne aussi. Même l'Allemagne tout seul pèse pas lourd devant la Chine. Ensemble, on peut faire des choses. Donc je pense que le cadre de renforcement de la souveraineté passe par une Europe plus forte. Et après, ça se décline. Souveraineté militaire, parce que le monde est devenu militaire. Qu'on le veuille pas, les grandes puissances imposent des guerres, on en vit encore une, donc, qui nous touche par effet de ricochet. Donc oui, il faut renforcer les budgets de la défense pour être plus solide et mieux nourrir. On est respecté que si on est fort en plan militaire, sinon on n'est pas respecté. Je crois que la leçon est assez claire. Au passage, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'emploi, puisqu'on a la chance d'avoir une industrie de la défense qui est assez pointue, avec des grands champions, et un institut de PME qui travaille pour eux. Donc ça, c'est très bon pour l'emploi. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai décidé de renforcer l'action de France Travail en faisant appel à une générale, parce qu'après tout, pour parler aux militaires, au monde de la défense, je pense qu'il faut, c'est pas plus mal d'être militaire. Donc la générale Dominique Witt renforce France Travail, et on voit de ses effets d'ailleurs tout de suite, pour mieux articuler la préparation des ressources dont auront besoin les entreprises de défense pour faire face aux commandes qui arriveront, puisqu'on voit que le budget de l'État augmente sensiblement les crédits en faveur de la défense. Souveraineté énergétique, là encore, l'Ukraine nous l'avait montré sur le gaz russe, l'Iran nous le montre et sur le pétrole du Golfe et sur le gaz qatari, l'indépendance énergétique est centrale.
Bon, là-dessus, le gouvernement pense avoir donné les coups de barre utiles à travers la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. En gros, plus d'électricité verte, à la fois nucléaire et à la fois énergie renouvelable, et moins d'énergie fossile. Donc on renverse le mix 40-60 inversé. C'est absolument central. Là encore, bonne nouvelle. La construction des nouveaux réacteurs, c'est 100 000 emplois supplémentaires. Toute la filière énergie électrique jusqu'aux chauffagistes, pompes à chaleur, c'est 400 000 emplois supplémentaires. Donc là encore, France Travail devra se mobiliser. Et à l'instar de ce qui a été fait pour la défense, je suis en train de recruter un grand ingénieur de l'énergie ou du nucléaire pour nous aider là aussi à faire le pont entre ces industries-là et le monde du travail. Je pense que l'incarnation permet d'accélérer et d'aller plus vite dans la compréhension mutuelle des besoins des uns et des autres. Enfin, souveraineté alimentaire aussi, on se rend compte, alors ça renvoie au secteur agricole, c'est pas facile dans notre pays. Nous sommes encore un grand pays agricole, il faut le rester absolument. Le fait que notre secteur agricole puisse nourrir notre pays est fondamental. Donc il y a une loi d'urgence qui se prépare pour apporter des réponses au sujet j'allais dire, un peu conjoncturel. Au-delà, on voit que notre secteur agricole doit être indépendant. Et côté ressources humaines, puisque c'est un peu la fonction du ministère du Travail, il y a je crois qu'il y a 100 ou 150 000 chefs d'exploitation qui vont s'arrêter dans les années qui viennent. Et il n'y a pas d'exploitation agricole sans chef d'exploitation. Et autrefois, les chefs d'exploitation se tournaient vers leur fils aîné qui reprenait l'exploitation. C'est moins le cas. C'est beaucoup moins le cas. Exactement. Donc il va falloir trouver des gens qui vont accepter de se lancer dans ces belles carrières de chef d'exploitation agricole, et c'est le travail aussi de France Travail que d'essayer d'y contribuer. Donc les sujets de souveraineté sont absolument majeurs dans la feuille de route du ministère. Sur l'efficience, vous l'avez évoqué, donc lutte contre la fraude. Bon, le Sénat a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, donc le Sénat a renforcé le premier projet de loi. Il a été voté au Sénat. Le gouvernement, d'ailleurs, a repris pas mal des amendements et des enrichissements proposés par le Sénat. On a un débat à l'Assemblée nationale qui a eu lieu. Fondamentalement, l'esprit de renforcement est quand même resté, alors que les oppositions à l'Assemblée n'étaient pas d'accord avec cet esprit de renforcement. On a essayé de manière lucide et pragmatique d'expliquer que la fraude sociale était loin, mais vraiment loin, de viser que les seuls salariés, que l'essentiel de la fraude sociale était orienté vers la fraude commise par des entreprises ou des organismes. Même le mot entreprise parfois est à prendre avec des pincettes, notamment autour du travail dissimulé, qui reste la principale fraude, et qu'il nous faut des moyens plus affûtés, plus ajustés, pour être plus efficaces dans le repérage de la fraude au travail dissimulé et dans la capacité à bloquer les comptes pour récupérer l'argent à l'issue de l'instruction de ces dossiers. On a aussi une action vigoureuse à mener. Alors ça, c'est le pendant des 16 milliards d'euros. Malheureusement, cette masse d'argent a attiré quelques margoulins, là, le mot entreprise n'est plus ajusté, qui essaient de profiter de l'argent public et de l'argent des entreprises à travers la taxe d'apprentissage autour des centres de formation des apprentis ou des CPF. Donc il a fallu renforcer, et vous nous avez aidé, les moyens de lutter contre cette fraude-là, qui pénalise à la fois les finances publiques, la finance des entreprises et les jeunes, qui se retrouvent victimes d'organismes plus que douteux, peu scrupuleux, qui fournissent une mauvaise formation, qui ne permet pas d'avoir le diplôme et qui ne permet pas de rentrer dans la vie active. Voilà, donc là-dessus, on va s'y attaquer très fort, et on a aussi complété un certain nombre de dispositifs, puisqu'on a affaire à de la fraude intentionnelle, à de la fraude organisée, à de la fraude industrielle, et si la fraude devient industrielle, il faut aussi que nos outils deviennent industriels, voilà, et s'adapter à des enjeux nouveaux. Voilà, j'espère qu'on arrivera. Alors on verra, hein, on a la CMP qui se dessine. J'espère que les deux chambres seront convergées. Ça permettrait derrière d'adopter les textes plus facilement. Voilà, je fais confiance dans votre sagesse et celle de l'Assemblée pour trouver les accords et les équilibres qui permettront d'aller au bout de cette loi, qui est une bonne loi dont nous avons besoin pour être plus efficace dans la lutte contre la fraude. On peut aussi parler peut-être des ruptures conventionnelles. Donc, côté Sénat, les choses ont été, je pense, assez claires. Je redis que là, à travers cet accord, c'est à la fois un enjeu financier important, mais c'est un enjeu aussi de valorisation du dialogue social. Moi, je suis, je veux dire, pétri de dialogue social. Je l'ai beaucoup pratiqué à la SNCF. Je pense qu'il y avait un certain succès. Chacun peut constater une forme d'apaisement du climat social. La SNCF, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'on a beaucoup discuté, trouvé les équilibres et créé les conditions de s'écouter et de trouver les équilibres socio-économiques dans cette grande entreprise publique.
Je pense que c'est ça l'idée, on va dire, générale pour notre pays. Là, on a des partenaires sociaux qui ont fait preuve de responsabilité. N'oublions pas qu'ils sont les gestionnaires paritaires de l'UNEDIC. Et ensemble, ils ont décidé du contenu de cet accord. L'État n'est absolument pas intervenu. Je redis qu'il n'y a pas eu de lettre de cadrage. On a même enlevé la lettre de cadrage. Donc on a enlevé la pression sur les partenaires sociaux qui avait été lancée par le gouvernement précédent. Donc on les a mis dans des conditions de négociation, je veux dire, apaisées. Et ces conditions de négociation apaisées ont débouché sur un accord. Et je pense que chacun en pensera ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, je pense qu'il faut au contraire encourager ce sens des responsabilités et les règles usuelles. On peut toujours y revenir. Les règles usuelles, c'est quand on a un accord issu du dialogue social, au fond, on demande aux parlementaires d'avoir la sagesse de le valider, au fond, j'allais dire, puisque tout bouger qui serait proposé par amendement viendrait perturber l'équilibre de l'accord. Voilà, donc attention, ça se manipule avec précaution. Voilà, donc vous l'avez compris, le Sénat, je pense, a compris cette philosophie-là. J'espère que l'Assemblée saura faire preuve de la même sagesse et du même respect du dialogue social. Une question que je voulais évoquer, toujours dans l'efficacité, il y a un combat ancien, donc c'est pas moi qui l'ai mené, enfin qui l'ai lancé, mais je le mène avec vigueur. C'est-à-dire une question qui m'a été posée par un sénateur lors des questions au gouvernement, c'est le fameux règlement 883, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un truc bizarre, mais c'est comme ça. Dans les règlements européens, fait qu'un salarié transfrontalier français qui travaille en Suisse ou au Luxembourg, si son entreprise le licencie, eh bien c'est l'UNEDIC qui paie les assurances chômage. Qui plus est, sur un niveau de salaire plus élevé, vous voyez le problème, quoi. Donc voilà. Et ça coûte à la France, aux UNEDIC, 800 millions d'euros par an net. C'est énorme. Voilà. Donc là-dessus, il faut faire changer ce règlement. Changer le règlement européen, ça ne se fait pas tout seul. Il faut d'abord avoir une majorité qualifiée de pays, des États membres. On est en chemin. Donc on croise les doigts. Il y a un trilogue qui se dessine vers la fin avril. J'ose espérer qu'on obtienne cette majorité qualifiée, mais ce n'est pas fini, c'est un parcours du combattant. Il faut ensuite, c'est une loi, donc voilà, il faut passer au Parlement. Donc il faut espérer que là encore, le Parlement... D'abord, donc, ça veut dire qu'il y a un compromis à trouver aussi avec le Parlement. Ben, c'est comme en France, hein, le Parlement, lui aussi, peut avoir ses idées et peut souhaiter amender, en quelque sorte, le projet qui lui vient de l'exécutif. Hein, ça ressemble un peu à ce qui se passe ici. Donc il faut tenir compte des équilibres aussi avec le Parlement. Et ensuite, espérer que le Parlement, dans sa complétude, aille au bout et valide cette évolution du régime. Voilà, donc c'est un combat important, et je voulais vous le mentionner, qui montre quand même ce souci d'efficience et de récupération d'argent pour nos systèmes de protection sociale. Sur les politiques sociales, on les oublie pas. Donc c'est pas facile, parce qu'on voit bien que dans ce contexte tendu en matière économique, nous ne renonçons pas à une ambition sociale dans ce pays. C'est vraiment, je crois, ce qui nous caractérise. On fait de l'économie, mais on fait du social aussi. On peut citer quelques décisions claires, qui ont été prises dans le cadre du PLF. C'est l'augmentation de la prime d'activité de 50 € pour 3 millions de foyers. Donc c'est une incitation au travail, une meilleure récompense sur les salaires modérés. C'est un effort important, hein, de 1,5 milliard, donc c'est pas rien. Et cette augmentation, d'ailleurs, entre en vigueur au 1er avril, même si elle sera versée qu'au 1er juillet, le temps, en gros, de lancer des calculs. On n'oublie pas non plus la sécurité au travail, c'est aussi, je le mets dans les politiques sociales, parce que c'est un sujet. On sait qu'on a trop d'accidents mortels ou graves dans notre pays. Il faut s'y attaquer, donc on le fait. On a mis en place d'ailleurs un passeport prévention qui permettra dans les entreprises de mieux suivre toutes les formations, les certifications liées à la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Et j'en ai fait une cause, j'allais dire quasiment personnelle. Je fais un déplacement par mois sur ce thème dans les entreprises pour encourager les entreprises à progresser. Et d'ailleurs, en fin d'année, symboliquement, mais les symboles sont importants, je décernerai un prix parmi les meilleures entreprises que j'aurai vues tout au long de l'année pour bien montrer à quel point c'est important et qu'il faut continuer le travail. Ça se passe dans les entreprises, avec les partenaires sociaux, et il faut le mettre en avant parce que c'est bien sûr fondamental. Toujours dans les sujets sociaux, nous sommes en train de travailler sur un projet de loi sur la création d'une allocation de solidarité unifiée. Donc le projet de loi est écrit, il a été envoyé au Conseil d'État. Voilà, il devrait être inscrit en Conseil des ministres fin avril ou début mai.
On verra dans quel ordre il arrive au Parlement. Est-ce qu'on commencera au Sénat? Peut-être, possible. On verra, d'autant plus que vous, on sait qu'à l'automne, vous serez un peu suspendu de par l'étape démocratique qui concernera le Sénat. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de... Je vous en rappelle les objectifs, qui sont aussi des objectifs de conciliation, mais c'est pas du tout antinomique, c'est améliorer le recours par un système plus simple et plus lisible. Donc voilà, donc, côté RSA comme côté APL, même si les enjeux sont plutôt côté RSA. Donc une amélioration du recours et une incitation au travail, parce qu'au fond, quand on veut sortir de la précarité, on ne fait pas mieux que de trouver un travail, si possible correctement rémunéré. Ça reste quand même le moyen de proposer une sortie par rapport à des gens qui sont en situation difficile. Voilà, donc on est aussi en train de travailler là-dessus. Pour terminer ou progresser, alors peut-être parler un peu de l'actualité. Et comment on peut voir le début de réflexion sur les textes. Bon, l'actualité ne nous aide pas, mais c'est comme ça, c'est la vie. On va se le dire une fois quand même, parce que c'est vrai. On n'aurait pas eu la crise en Iran, on était parti pour faire une bonne année, pas mauvaise année au plan économique. D'ailleurs, vous savez, on a fini le déficit à 5,1 au lieu de 5,4, donc ça prouve bien que la dynamique, notamment sur les recettes, marchait bien. Donc on avait une dynamique plutôt favorable sur les... Alors ça reste quand même en déficit de 5%, hein, c'est quand même pas... Voilà, on se le dit quand même. Mais bon, dans la trajectoire, les nouvelles allaient dans le bon sens. Et en démarrant à 5,1, on avait des chances de finir mieux que ce qui a été prévu dans le budget. Voilà, donc il était vraisemblable qu'en dehors de l'Iran, on aurait terminé l'année mieux que les 5 prévus dans le budget. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle, parce que ça démontrait la capacité du pays à se mettre sur une trajectoire de redressement pour de vrai. Et deuxièmement, côté sécurité sociale, là aussi les nouvelles étaient bonnes. Les comptes 25, vous l'avez vu, se terminent mieux que ce qui était prévu. On avait prévu moins 23, on finit à moins 21,6, mais c'est quand même, vaut mieux ça que le contraire. Donc là encore, le résultat final est meilleur que ce qui était budgété. C'est encourageant. Et les 3 premiers mois, là encore avec l'Iran, confirmaient qu'on était inscrit sur une bonne trajectoire. Donc voilà, donc on était en tout cas sur une capacité démontrée à se mettre sur les trajectoires de redressement, aussi bien pour l'État que pour la sécurité sociale. Voilà, l'Iran arrive dessus, vous l'avez dit, Monsieur le Président, moi je suis très humble, comme nous tous, hein. Combien de temps ça va durer? Quelle intensité? Est-ce que c'est une affaire de semaines, de mois, de plusieurs mois? L'indicateur économique majeur, c'est le coût du baril du pétrole, bien sûr. $100, c'est une chose, 120 ou 150, ça n'est une autre. À 85, ça passe bien. À 100, ça se tend. Et au-delà, ça se tend beaucoup. Les conséquences, les deux grands indicateurs aval, c'est le taux de croissance et c'est l'inflation, voilà, qui sont des indicateurs majeurs pour l'économie du pays. À 100 euros et avec une perspective, à 100 dollars, pardon, le baril, et une perspective d'un conflit en semaine, on avait un petit coup sur la croissance, elle tombait de 1 point à 0,9. Ça allait à peu près. L'inflation, elle, passait de 1 point à entre 1,5 et 2. Ça allait à peu près, mais si les paramètres sont plus lourds, forcément, on aura des conséquences plus rudes. Pour le moment, là aussi, en étant factuel, avec beaucoup d'humilité sur la dynamique, bien évidemment, les coûts des carburants augmentant, les entreprises utilisant beaucoup de carburants voient leur marge se réduire, bien évidemment. Donc il y a un sujet de marge pour les entreprises, les secteurs d'activité qui utilisent les carburants. Il y a un sujet aussi pour les personnes, hein, on est aussi d'accord. Et deuxièmement, mais voilà, par contre, en termes d'activité, pour le moment, ça tient. L'indicateur que je peux mentionner, vous savez que j'ai ouvert la possibilité d'utiliser, c'est un dispositif existant, le chômage partiel, en le ciblant plus particulièrement quand même sur les entreprises les plus touchées par la crise. On a à ce jour, mais ça peut bouger tout ça, que 40 entreprises qui ont fait appel au dispositif. Donc pour le moment, ça veut dire que oui, les marges sont érodées par l'augmentation du coût des carburants, donc il y a ce problème économique-là, mais pour le moment, l'activité, alors peut-être le secteur du voyage ou du tourisme est un peu plus touché, mais en masse dans le pays, on n'a pas encore une crise d'activité. Voilà, mais tout ça est fragile et peut évoluer, bien sûr, en fonction de ce qui peut se passer. Sur l'année prochaine, alors là encore, c'est un peu... voilà, on verra l'Iran où ça nous amène. Au fond, d'abord, c'est un budget particulier, vous l'avez mentionné. Au plan politique, c'est le dernier du mandat. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est un budget... Comme c'est le dernier du mandat, ça veut dire quoi? C'est un budget qui va se faire en pleine campagne présidentielle, ou alors a largement démarré. Bon, c'est un temps où parfois les positions se raidissent un peu. C'est normal, c'est la démocratie. Donc, ça rend plus compliqué les convergences. On peut imaginer que ça ne facilite pas les sujets de la convergence. Or, la convergence est nécessaire. Alors, ici, on sait qu'il y a une majorité. Bon, à l'Assemblée, vous l'avez dit, ce n'est pas le cas. Voilà, donc la capacité à trouver des convergences à l'Assemblée, voilà. Et on n'aura pas tous les ans
le joker de comme la suspension de la réforme des retraites. Les jokers comme ça, ils sont exceptionnels. Voilà, donc l'environnement politique autour du budget ne sera pas simple. L'environnement économique, ben, c'est un peu pareil. À tout le moins, ce gouvernement sera cohérent avec lui-même, il essaiera de rester sur une trajectoire de redressement, dans les deux, côté sécurité sociale comme côté finances de l'État. Voilà à peu près l'équation. Donc on voit bien que, comme l'année dernière, alors avec des succès divers, mais en tout cas l'intention du gouvernement, où la tonalité sera de ces deux budgets sera aussi une tonalité d'effort. Voilà, c'est pas des budgets faciles qu'on a devant nous. L'effort est possible dès lors qu'il est partagé. On l'a pas si bien réussi que ça la dernière fois, mais bon, on n'avait pas beaucoup de recul et les circonstances ont peut-être fait que on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Là, on a un peu d'anticipation, quelques mois. On peut commencer d'ailleurs à en parler gentiment. Hein, on peut commencer à... Parce que les mêmes sujets vont revenir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Les mêmes problématiques et les mêmes thématiques seront remises sur la table. Moi, quand même, ce que je vois, il y a des équilibres à trouver. J'en vois deux. Et sur lesquels je ne suis pas complètement satisfait de ce qu'on a fait l'année dernière, mais on aura le débat. C'est l'équilibre entre actifs et retraités. Pour faire court, on a beaucoup protégé les retraités, mais quand on protège beaucoup les retraités, c'est un peu au détriment des actifs. Donc je pense qu'on n'a pas su trouver cet équilibre. Est-ce qu'on sera l'année prochaine? En tout cas, on aura à nouveau le débat. Et ce n'était pas illégitime. Je pense qu'il n'est pas illégitime de mettre ce débat sur la table. Après, voilà, le débat fera on verra bien où est-ce qu'on peut accoster. Et deuxièmement, il y a l'équilibre aussi entre salariés et entreprises. Voilà, il faut trouver des équilibres parce que les entreprises, il faut faire attention aux entreprises. Les entreprises créent la richesse, créent le développement, créent l'emploi. Et donc, la tentation de taper sur les entreprises, il faut le regarder à deux fois parce que les effets, ça peut payer à court terme, mais ça peut être dévastateur à long terme parce que les entreprises font d'autres choix d'investissement dans une économie de plus en plus mondialisée. Même les entreprises françaises sont internationales. Elles peuvent faire des choix d'investissement qui ne sont pas la France. Donc, il faut faire attention à tout ça. Tout ça est une question d'équilibre et de perception de cet équilibre. Je pense que la perception d'équité est très importante. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis quand je commence à réfléchir à la manière de construire ces deux budgets. Je suis sûr que notamment votre commission aura des idées. Je les écouterai avec beaucoup d'attention parce que je sais qu'avec vous, au moins, on peut débattre du fond. Les débats sont sereins, les débats sont solides, les débats sont constructifs. Donc, je suis bien sûr prêt à travailler avec le président de la commission, les rapporteurs et tous les membres de la commission pour essayer de voir comment on peut préparer ce moment important pour doter et notre sécurité sociale et notre pays de budgets solides.